Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast sous l'auspice des Muses. Je suis Céline de la Célinatech et aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode blabla quoi en gros. C'est un épisode un peu à l'image du précédent, les épisodes de rentrée où j'ai un peu du mal à prendre mon dictaphone et à le lancer parce que je me dis mais de quoi je vais parler en fait. Est-ce que ça va vraiment être intéressant ce que je vais dire, parce que bon je suis quand même en train de divaguer pendant 20 minutes et est-ce que c'est vraiment intéressant, mais bon. À chaque fois, après, quand je me lance le logiciel de montage et que je me réécoute, je me dis ah ça va, ça va, j'aborde des thématiques assez intéressantes et tout, donc bon, allez, on surmonte le brouhaha et on y va quoi. En fait, je pense que je suis assez fière de l'épisode que j'ai fait là, le dernier épisode que j'ai fait, parce que j'ai l'impression de développer quelque chose d'assez fondamental pour moi et pour mon business. Enfin, c'est très central en fait, je trouve, cette espèce d'histoire de gérer les phases descendantes que je suis en train de développer. Voilà. Cette phrase était claire. Cette phrase avait un début, une fin. On est bien. En fait, je me rends compte que c'est quelque chose que j'essaye de développer pour à la fois moi aller bien et parce que en fait j'ai le sentiment que je suis vraiment convaincue que c'est la clé pour avoir une vie tout le temps alignée en fait, une vie tout le temps je sais pas comment, je trouve pas l'adjectif, désolée. Une vie tout le temps, inséré ici, adjectif qui veut dire que en gros, ok, on va pas aller bien toute notre vie, mais on trouve ça normal, du coup, on tire des opportunités, même dans les moments où ça va pas. Voilà. Cet adjectif n'existe peut-être pas d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, je me suis rendu compte que maintenant, j'ai développé toute une métaphore de la phase descendante qui est un peu cette vieille amie qu'on accueille certains soirs d'automne quand il pleut pas mal dehors. Tout d'un coup, elle vient toquer à la porte et ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu et du coup, on prend un thé ensemble et on se parle de choses un peu plus profondes que tout ce qu'on fait tous les jours en ayant la tête dans le guidon, et du coup ce qui permet de faire une espèce de parenthèse dans sa vie. Je trouve que c'est très japonais même comme contexte, comme concept. Oula, c'est très japonais comme concept parce que en fait c'est vraiment une sorte de sentiment qui me fait penser à tous les bouquins de littérature japonaise que j'ai lus, pas mal de mangas aussi. La musique, enfin bref, je trouve que c'est très contemplatif, mélancolico-contemplatif, comme les Japonais ils aiment bien faire, comme ça là. Et cette manière de sublimer le banal, enfin pas forcément le banal, mais les petites choses, les petits pas de la vie, les petits moments, voilà, les petits moments de la vie. Et moi, par exemple, en ce moment, c'est quoi le dernier film le dernier film qui est sorti là, qui a fait tout un tabac, alors que le bouquin il existe depuis 1000 ans, c'était Les Délices de Tokyo. Et du coup, dans Les Délices de Tokyo, c'est vraiment une histoire à la fois hyper banale et hyper dramatique et sublimée à la japonaise, voilà, comme ils savent très bien le faire, avec du coup l'histoire de ce monsieur qui fait alors qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des dorayaki, je crois, des dorayaki. Donc en gros des dorayaki, c'est un espèce de petit sandwich de pancake avec de la pâte de haricots secrets au milieu. Donc ouais, c'est son quotidien. Ça fait longtemps que j'ai lu le bouquin et j'ai pas regardé le film, du coup ça va avoir du mal à remonter, donc je m'excuse par avance, mais donc c'est ça. Du coup, il y a 3 personnages. Il y a ce monsieur qui essaye de faire vivoter sa boutique et qui a toujours fait ça, qui fera toujours ça et qui est dans une ligne, vraiment, c'est la constante du film, c'est lui, quoi. C'est-à-dire qu'il est dans une ligne droite et il va pas en bouger. Il y a du coup la vieille femme qui vient faire des dorayaki pour lui.
et qui, elle, a une histoire hyper dramatique et qui, comment dire, qui va bousculer du coup cette ligne toute droite que le monsieur est en train de suivre. Et il y a une lycéenne aussi dans l'histoire, mais je sais plus pourquoi. Enfin bref, oh là là, c'était Céline, je vous donne un quart des infos alors que j'adore cette œuvre. Voilà, j'espère que vous lirez le bouquin. Il est super. Mais en gros, pourquoi je vous parle de ça ? Ah oui, parce que du coup, il y a par exemple la vieille dame, elle a une histoire vraiment dramatique, mais on va pas s'appesantir dessus en disant oh là 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 là, mon Dieu, c'est terrible et tout, il faut absolument qu'elle sauve sa vie. Enfin, elle a pas besoin d'être héroïque pour compenser les malheurs qu'elle a vécus. En fait, elle a juste une idée en tête. Elle veut faire des dorayaki, c'est tout. Et aider le monsieur, d'ailleurs, je crois qu'elle l'aide à trouver une nouvelle recette, puisque lui, il fait des dorayaki de manière assez mécanique, et en fait, elle va lui apprendre à faire ça de manière assez, plus artisanale et plus, avec un goût un peu plus prononcé, quoi. Et les Japonais, en fait, je trouve qu'ils ont beaucoup cette notion d'observer le malheur de manière longue et contemplative. Et par exemple, dans un film japonais, c'est pas un personnage qui va vous indiquer en parlant quels sont les sentiments négatifs ou la situation négative qui est en train de se dérouler. En fait, il va y avoir un plan sur un grillon qui est en train de monter sur une feuille de sakura, et du coup, c'est à vous d'aller dans l'interprétation de ce plan fixe et long. Et d'ailleurs, les Occidentaux, les gens que j'ai côtoyés, qui regardaient des films japonais avec moi, ils ont beaucoup de mal avec ça, parce que je sais que, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des gens avec qui regarder les films japonais, parce qu'ils ils trouvent que ces moments contemplatifs, ces plans très longs comme ça les perturbe, en fait. Enfin, je pense que la narration japonaise les perturbe, et du coup ils comprennent pas les choix de réalisation, tout ça, et bref, tout ça pour dire que du coup c'est assez déstabilisant, et sauf que du coup je me suis tellement confrontée à cette manière d'être en contemplation, que à chaque fois qu'il y a quelque chose de marquant dans ma vie, en fait, je prends toujours un moment comme ça pour m'asseoir sur le bas-côté de ma propre vie et la contempler et voir un peu qu'est-ce qui se passe, quoi. Et c'est un peu comme ça que j'ai réussi à développer des choses pendant ma phase descendante, là. C'est comme ça que j'ai réussi à développer des manières de voir, des outils pour avancer et un espèce de tremplin pour remonter. Je vais réussir. Et je trouve ça, comment dire... En fait, je sais pas trop comment... Je sais même pas pourquoi je me suis embarquée dans cette explication. Je crois que c'était pour dire que j'étais fière de mon épisode précédent. Ouais, je crois que c'était pour ça. Et pour dire que du coup, là par exemple, vous voyez, j'ai pas... les circonstances ont fait que j'ai pas pu écrire dans mon roman comme je voulais le faire cette semaine, parce que je m'étais prévu de le faire et tout, et j'étais vraiment bien partie pour le faire et tout. Et les circonstances extérieures ont fait que j'ai pas l'espace mental pour le faire. Et au lieu de m'apitoyer en me disant que c'est encore une semaine de raté pour l'écriture de mon roman, en fait, je me dis plutôt donc ça me fait une semaine en plus pour que mon roman il travaille en tâche de fond. Et en fait, la semaine prochaine, quand je vais allumer mon ordinateur portable, mon roman il aura tellement avancé en tâche de fond dans ma tête qu'à mon avis mes séances d'écriture vont être hyper faciles. Et en fait, je fais pareil pour mon business, parce que là, il faut que j'écrive 2 pages de vente. La troisième, je l'écrirai, mais je la garde pour moi parce que c'est un projet secret spécial. Pardon, ça m'éclate de dire ça. Et en fait, du coup, c'est pareil. Vous savez, je sens que je suis sur le perron de cette action, et que j'attends juste j'attends le petit coup, le petit événement qui va faire que je vais me lancer.
Et là c'est pareil, en fait j'y étais presque et tout, et j'allais faire le pas pour aller écrire ces pages. Sauf que du coup, c'est pareil, les circonstances extérieures ont fait que du coup, j'arrive pas à me lancer. Enfin, j'ai pas l'espace mental et j'ai pas le temps. Enfin, c'est pas que j'ai pas le temps, parce que ça n'existe pas, je n'ai pas le temps. Je ne m'accorde pas le temps pour le faire, parce que j'estime qu'il y a d'autres priorités. Voilà. Et pourquoi je dis... Ah, et franchement, je suis désolée parce que je crois que j'ai bientôt une sinusite, parce que j'ai super mal au sinus. Et du coup, quand j'ai une sinusite, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui compresse ma tête, et j'ai l'impression de devenir hyper lente à la réflexion. Du coup, je pense que cet épisode, il est un peu sous le signe du... Pourquoi je disais ça déjà ? Parce que généralement, j'ai toujours en fond le sujet principal duquel je suis en train de parler, mais là, du coup, c'est vrai qu'il s'éloigne un petit peu parce que j'ai le cerveau compressé. Bref. Donc, tout ça pour dire que, actuellement, je pourrais considérer que je suis en phase descendante encore, sauf que j'ai tellement l'impression d'être... En fait, j'ai tellement l'impression que d'être en fait autour d'une table avec du coup cette personne qui serait la phase descendante là, et en fait j'ai tellement l'impression qu'elle m'a fait vider des choses, qu'elle m'a fait un peu vider mon sac, qu'elle m'a retiré des œillères, qu'elle m'a tourné la tête vers autre chose. Enfin, je pourrais vous dire plein de métaphores à ce sujet-là, mais en gros, j'ai tellement l'impression d'avoir repris mon souffle aussi. Ouais, je pense que c'est pas mal de dire ça. J'ai tellement l'impression d'avoir repris mon souffle que, en fait, je suis rentrée dans une phase... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire depuis l'épisode précédent. C'est que grâce à ma phase descendante, je suis rentrée dans une phase d'émerveillement ultime. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir des déclics tout le temps. J'ai l'impression j'ai l'impression que j'ai mis un filtre sur mes yeux où tout m'émerveille en fait. Je vois des fois je m'arrête comme ça, je regarde dehors et je m'émerveille du fait que j'ai un jardin. Des fois je repense à des scènes de mon roman et je m'émerveille. C'est chiant à dire, hein, je m'émerveille, donc je vais arrêter. Mais sauf que je sais pas quoi dire comme synonyme. Je m'émerveille d'avoir eu l'idée de cette scène. Des fois, je m'émerveille d'être assez claire avec moi-même pour comprendre certains sentiments que je ressens, certains schémas dans lesquels je suis. Je m'émerveille aussi. En fait, ce qui m'émerveille le plus, c'est de voir mes faiblesses, de voir mes fêlures, de voir mes systèmes de défense, de voir... En fait, je suis émerveillée par le côté très négatif de moi, le côté très en colère, le côté très déprimé, le côté qui va mal en fait. Et je le regarde et je le trouve magnifique. Et c'est bizarre, hein, mais en fait, ça aide énormément parce que, en fait, je pense que j'ai appris à l'aimer aussi. Et c'est pour ça que je vous disais que, par exemple, je parlais de burn-out, du développement personnel, et je parlais du fait que des fois on est juste un être humain et qu'on ne peut pas forcément se développer à 100%, tout ça. En fait, je pense que la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, je serais triste de perdre ces côtés négatifs de chez moi, parce que avec les phases descendantes, en fait, je comprends que toutes ces choses négatives, en fait, tous ces schémas de pensée, tous ces systèmes de défense et tout, ils me crient des choses. En fait, ils me crient énormément de choses sur ce que je suis, ce que je veux et où je vais. Et en fait, je trouve ça assez extraordinaire parce que c'est comme si j'y gagnais. En fait, le fait de les aimer et de les comprendre, ça me fait gagner un temps fou, en fait, un temps extraordinaire, parce que des fois quand je suis en colère, du coup, au lieu de me dire, au lieu de me plonger dans la colère et de rentrer dans le mécanisme de colère et juste vivre ça, en fait, il y a du coup cette personne là qui est sur le côté et tout, qui prend le thé avec la colère
et qui dit ah d'accord, ok, alors en fait, ah d'accord, donc tu veux me protéger de ça, et tu voudrais qu'on aille à cette vitesse là, ah d'accord, ok, et t'aimerais qu'on fasse telle action, ah bah c'est bien que tu me le dises parce que du coup moi j'étais focalisée sur telle autre action, et sauf que du coup apparemment ça a l'air de me faire mal en fait, donc bah je vais me remettre sur cette action là, bah merci du coup. Et du coup, j'ai l'impression de faire ça avec plein de trucs. Genre, des fois, je suis là, genre, pourquoi. Enfin, des fois, je m'observe en train de me mettre en colère. Bah, par exemple, l'exemple que je trouve le plus frappant, c'est avant ma phase descendante, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, à un moment ou un autre, peut-être que tu aurais besoin de prendre une pause, peut-être que tu aurais besoin de te reposer. Cette phrase, elle trigger un truc chez moi, mais je vous jure, ça me met en colère, mais d'une puissance. Et vraiment, ça me remue. Et donc avant ma phase descendante, j'étais là genre non, j'ai pas besoin de pause moi j'avance, hein, moi waouh, guerre, bataille, on y va, ya. Et on dévore des montagnes. Sauf que du coup, bah bizarrement, 1 ou 2 semaines plus tard, bizarrement, j'ai tout lâché parce que j'en pouvais plus quoi. Et du coup, j'ai regardé ce sentiment-là en face, et je lui ai dit, je me suis demandé de me dire qu'est-ce que ça voulait dire sur moi. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'est-ce que ça veut dire que je ne veux pas lâcher. Parce que c'est ça qui est important. C'est pas forcément de se dire qu'est-ce qu'il faut que je change pour plus ressentir ça, machin et tout. Non. Enfin, si, mais non. En fait, pour moi, ce qui est plus important, c'est de me dire qu'est-ce qui est fondamental pour moi dans cette histoire de je ne veux pas prendre de pause. Et c'est là où tu creuses, t'avances comme ça et tout, et tu te dis donc en fait, ce qui est fondamental pour moi, c'est de rester sur la ligne de ce que je fais. Et du coup, à partir du moment où vous arrivez là, et je me dis ouais, c'est vrai, c'est vrai, hein. C'est vrai que j'ai pas envie de sortir de la ligne de ce que je fais en ce moment. J'ai pas envie de stagner, parce que comme je suis en train de faire quelque chose que j'aime profondément, bien sûr que j'ai pas envie de stagner, et que j'ai envie de faire des efforts pour ça et tout. Et en fait, ce que j'entendais quand on me disait de faire une pause, c'était mets de côté ce que tu aimes, et comment dire, et deviens une larve humaine en attendant que ça passe. Parce que en fait, ce que j'entendais, c'était des choses qui ne m'apportaient pas de solution, parce que du coup, je ne sais pas, je pense que à ce moment-là, je ne savais pas faire une pause bénéfique. C'est-à-dire que tout ce que je savais faire comme pause, c'était procrastiner et tamponner. Et du coup, tant qu'on n'apprivoise pas les tampons et la procrastination, c'est pas des choses qui nous apportent, c'est pas des événements qui nous apportent quelque chose, c'est pas des actions qui nous apportent quelque chose. Et du coup, je ne supportais pas de me dire qu'il fallait que je me mette dans l'inaction pour me reposer et être capable de faire des meilleures actions. Et du coup, à force de creuser, je me suis rendu compte que en fait, quelque part, j'ai pas besoin de guérir cette colère, parce que je suis d'accord et en phase avec cette colère. Mais le truc, c'est que au lieu de juste ressentir la colère et de persister, et c'est là où c'est important du coup d'apprivoiser tout ça, c'est plutôt de maintenant de dire c'est un signal d'alarme, à la fois positif, à la fois négatif. Du coup, ce signal est positif parce que ça veut dire que je suis sur quelque chose qui m'anime vraiment, parce que pour que je ressente une émotion aussi forte, c'est qu'il y a quelque chose qui m'anime vraiment énormément. Et donc, hop, j'ai cette constatation positive de à quel point je suis animée par quelque chose, et la constatation négative qui est celle que j'ai trop le nez dans le guidon pour ne pas en souffrir. Et je trouve que c'est important, parce que du coup ça permet d'avoir un indicateur du fait qu'il faut changer quelque chose. Pas forcément faire une vraie pause, machin et tout le bazar là, pas forcément ça, mais oui d'accord, ok, il faut que j'envisage les choses d'une autre manière, parce que la manière, là je suis en train de persister dans quelque chose
qui m'emmène pas au bon endroit vu ce que je ressens et vu ce qu'on me renvoie. Et du coup, moi aujourd'hui, je remercie les gens qui m'ont dit qu'il fallait que je prenne une pause parce que à leurs yeux, c'était ça la solution, parce qu'en fait, ils m'expriment une solution au lieu de m'exprimer la cause, mais ce qui est normal parce qu'ils sont pas dans ma tête, donc ils connaissent pas la cause. Mais du coup, le fait d'exprimer cette solution, maintenant, ça me permet de me dire, ah d'accord, donc il faut que je change de voie, parce que du coup, la voie que j'emprunte, elle m'emmène à un mur. Voilà. Eh bien, j'arrête là pour cet épisode. J'espère vous retrouver bientôt dans un épisode où on parlera d'écriture, parce que là, du coup, peut-être que la phase développement personnel va prendre fin au bout d'un moment, hein, parce qu'on en a... C'est bien les phases descendantes, mais il faudrait se calmer peut-être, hein. Voilà. Allez, salut, au prochain épisode.